Radio Soupente, la station des Rapins, 100 fois sans loi et sans Courbette, l'émission Art Racaille du 17 décembre 2024, qui sera consacrée à Ribera, un peintre espagnol du XVIIe, José de Ribera. On pourrait dire presque un élève de ce grand peintre italien Caravaggio. Et d'ailleurs, c'est le plus italien des peintres espagnols qu'on ait connu, vraiment magnifique. Et c'est au musée du Petit Palais à Paris, il y a aussi un endroit vraiment craquant, très, très joli, une belle architecture, une belle déco intérieure. Voilà. Et nous allons tenter au cours de cette émission de porter notre regard en marge sur l'art et de dénoncer les sales coups de la politique politicienne en toc. Salut à tous, vous pouvez nous mettre un petit mot sur notre mail artracaille@orange.fr. Se canto che canto, canto Pasperium, canto per l'avio che salendeium. Loup-Bérou, un Béarnais à Pantruche, Henri IV et la poule au pot qui pique et pète, et toutes ces sortes de choses incongrues, qui a forcé un coup de sabot béarnais à la porte de Matignon, qui a dit à Macron « Je suis Premier ministre et que si t'es pas d'accord, je fous le souk et que le modem il se tire ailleurs. » Et pif, finger in the nose, le petit Bonaparte en liquette de soie. Ça y en a pas Bono Bézève pour le freluquet Élysée. Ah, qui du coup a dû obtempérer en claquant des bottines. Et que du coup, Loup-Bérou fait sa plotte à Matignon. Après 3 tentatives brinzingues aux élections présidentielles, le voilà enfin dans un palais de la République des copains et des coquins. Et qu'on va donc pouvoir, nous les gens d'en bas, se bouffer de la poule au pot tous les dimanches tant que le Béarnais fera son popo dans l'hôtel de Matignon. La garbure aussi, pour le reste de la semaine. La soupe et pour la bouffe des légumes, des haricots et des patates. Du consistance de mangeaille. Et pour les gens d'un peu plus haut, des un peu plus bas, à un bon morceau de lard rajouté. Il y a de la joie dans les ghettos. Il y a de la joie. La France le mérite, ce nouveau régent, depuis le temps qu'elle l'attendait, lui ou un autre. Un bon franchouillard bien chez nous qui a du chou, qui parle latin comme d'autres l'argot parigot. Un agrégé pépère, pas qu'en gastronomie. Voyez sa trogne ravagée qui n'a rien à envier à celle du père Larcher, en un peu moins soufflé, mais en plus tanné. Toujours un sourire bonnet aux lèvres, comme celle des Maquignons, qui arnaquent le pébourg sur les marchés aux bestiaux béarnais. On est d'un pays où on ne l'est pas, c'est celui qui dit qui est. Douce France, cher pays de mon enfance, merdique. Qu'il va nous la chanter, le troubadour des Basses-Pyrénées. Quand on a des lettres, faut pas oublier de s'en servir, mais gaffe quand même à la congestion cérébrale, avec toute cette bande de galvaudeux qu'il va devoir se gaver. Le RN, avec la Le Pen et son dépendeur d'andouille Bardella, qui ont fait dévisser le Savoyard, avec la petite bande au Vauquiez qui s'y croit avec sa quarantaine de coupe-jarrets, depuis que le Rotaillot fabrique un costard de chasseur d'hommes. Puis les ceux-ci et les ceux-là, qui bouchent les troulala, que je veux faire bookmaker pour enfin me remplir les fouilles. Fastoche avec Loup-Bérou. Parlez sur lui, les copines et les copains, il n'y a pas de souci. Non seulement il va assurer comme successeur du Savoyard, mais en prime il va plumer grave le Coquelet, qui chante soir et matin et fait chier ceux qui roupillent du côté de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Voyez-vous ce que je veux dire? Suivez mon regard. Enfin, jusqu'au prochain, demain, après-demain, dans pas longtemps,
c'est certain. Ami remplit mon verre, encore un et je vas, encore un et je vais. Non, je ne pleure pas, je chante et je suis gai, mais j'ai mal d'être moi. Alors si on veut rester sur la politique intérieure, justement, on vient d'écouter une chronique sur la base si j'y suis avec Gérard Mordillat, et c'est vraiment intéressant, c'est justement sur la condamnation potentielle de Marine Le Pen, et de voir à quel point justement toute la classe politique d'un coup soutient et médiatique soutient Marine Le Pen, en trouvant ça quand même presque pas normal qu'elle soit condamnée, que sa peine soit exécutée, alors que dans la petite vidéo on revoit justement des interviews où elle est la première à dire que la justice est laxiste, qu'il faut que toute peine prononcée soit exécutée, enfin toute cette mise à mal justement entre son discours qui est un discours de fermeté sur les délinquants et ce que cette classe politique et médiatique d'un coup a l'air de prendre avec des pincettes. Et Mordillat là-dessus est quand même assez extraordinaire. Il reste droit dans ses bottes en disant que la justice doit être appliquée quelle que soit la personne. Marine Le Pen le veut. Voilà, qu'elle veut, et puis parce que c'est la justice, et que de toute façon, elle a volé dans les caisses de l'État, elle est condamnable. Non, elle a volé dans les caisses de l'Europe. Et donc elle doit sa peine, si elle est prononcée, parce que tant que la peine n'est pas prononcée, elle reste encore pour l'instant présumée innocente, devrait être appliquée. Et on voit un extrait très intéressant justement de Philippe Poutou, qui était en 2017 avec Fillon, qui venait justement d'être avec toutes ces casseroles, tout ça, et Poutou qui parle à juste titre d'immunité ouvrière, en disant que quand ce sont des syndicalistes et aujourd'hui des écologistes, ou même là j'ai vu Cédric Héroux avait de nouveau été arrêté par la police, là d'un coup il n'y a plus d'immunité, quoi. Les gens sont convoqués au commissariat, ils y vont et ils ont des peines qui sont souvent applicables rapidement, quoi. Oui, ils sont traités comme des délinquants, alors qu'ils essayent de faire des choses bien, alors que la Le Pen est traitée comme une victime, alors qu'elle fait que des saloperies, en volant l'Europe, c'est quand même aux alentours de 200 millions, en faisant des fausses déclarations pour ces soi-disant assistants parlementaires, etc., qui travaillent en fait pour le FN, mais pas du tout pour l'Europe. Voilà. Non mais c'est comment dirais-je, c'est vraiment à vomir d'entendre cette bonne femme mentir, mais pique-pendre et se défendre aussi pitoyablement de ses forfaits, quoi. Mais en fait, bon, on sait que le RN, on sait d'où il vient, on sait ce qu'il est, donc les mensonges dans le monde politique ne nous font pas peur. On est conscient de tout ça. Ce qu'il y a, c'est que je vois pas comment on pourrait justifier que quelqu'un qui est condamnable puisse être élu, parce qu'effectivement, comment on va élire des escrocs. Bon, on sait qu'on a des escrocs partout. Enfin, ça, on sait que nos hommes politiques, les 3/4 devraient être effectivement derrière les barreaux. Ils ont tous des casseroles. Mais voilà, moi j'étais assez sidérée de voir ce ralliement quand même derrière elle, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais souligner. La chronique de Mordillat là-dessus, elle est excellente, quoi. Ah non, si vous voulez, au niveau de la politique, enfin des politiciens, des politicards, etc., il y a une solidarité dans si vous voulez, le forfait, quoi. Voilà. Et ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais la justice doit rester en dehors de tout ça. Et sur le plan donc international, moi, comme je suis toujours que je reçois toujours beaucoup de mails de l'Union juive française pour la pêche, je fais un petit peu du tri. Alors je peux pas tout rapporter dans cette émission, même si j'ai souvent envie de parler de tout, parce qu'effectivement ce sont quand même que des liens qui sont importants. Là, c'est un article qui s'appelle La faillite morale du Point, le journal Le Point, qui qualifie justement, qui va enfoncer Amnesty International, qui vient de rendre un nouveau rapport sur le génocide en cours. Et on sait que les rapports d'Amnesty International, c'est des rapports de 300 pages, il y a beaucoup de mois de travail, d'études, enfin voilà, c'est pas quelqu'un qui d'un coup écrit 4 lignes. Donc c'est le 4e rapport d'un groupe de défense des droits humains, à conclure qu'il y a bien un génocide de Gaza, sachant qu'il y avait eu avant la rapporteuse spéciale des Nations Unies pour les territoires occupés, qui s'appelle Francesca Albanese. Il y avait la Fédération internationale des droits de l'homme, le comité spécial des Nations Unies chargé d'enquêter sur les pratiques israéliennes. Donc c'est un nouveau rapport qui s'ajoute.
Et naturellement, quand ce rapport d'Amnesty est sorti, la réaction immédiate d'Israël a été très violente. Israël a qualifié ce rapport de calomnie antisémite. Il fallait bien que ça arrive. Et donc, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères israélien va encore plus loin. Il qualifie Amnesty International d'organisation déplorable et fanatique. Pas encore terroriste? Voilà, pas encore terroriste, mais voilà. Et la critique en France n'est pas en reste, car y a un article de Caroline Yadan, qui est députée du groupe Ensemble pour la République, un article qui est paru donc dans le journal Le Point le 11 décembre 2024, qui s'intitule « La faillite morale d'Amnesty International », et elle s'indigne qu'Israël puisse être traité de sorte par Amnesty et utilise les grands moyens pour disqualifier le jugement porté dans son rapport. En introduction, elle affirme qu'Amnesty est infiltré par les islamistes d'Al-Qaïda et donc complet avec Oussama Attar, djihadiste, qui deviendra le cerveau des attentats du Bataclan. Il faut quand même oser. Oui, parce que j'aimerais savoir d'où elle tire ces infos. Ouais, oui. Parce que voilà, c'est la première fois que j'entends un truc pareil. Mais ces gens-là, ils ont leur cul dans leur rédac au point. Ils ont jamais foutu les pieds probablement en Palestine. Ils n'ont jamais eu des bombes sur la gueule, mais ils se permettent de douter de la sincérité du rapport d'Amnesty. Là, c'est quand même grave. Enfin, qualifier Amnesty d'être infiltré par des islamistes d'Al-Qaïda, je trouve c'est grave. Mais là, justement, on a écouté dans la chronique de Gérard Mordilla, il y avait un retour sur la condamnation de Georges Ibrahim Abdallah dans les années 80, où en fait, peu avant son procès, il y avait eu plein d'attentats dans Paris, à Saint-Michel, rue de Rennes, chez Tati, et tout ça, etc. Et en fait, on avait fait complètement une campagne de terreur en supposant que c'était les frères de Georges Ibrahim Abdallah qui étaient à l'origine de ces attentats. Après, on a reconnu que c'était complètement monté. Donc, oui, mais enfin, Ibrahim Abdallah est depuis 40 ans en prison alors qu'il devrait être libéré depuis 20 ans. Non, mais là, d'accord, mais là, pour revenir que justement, on peut affirmer on peut se permettre, à un moment donné, d'affirmer des choses complètement fausses pour discréditer, quoi. Absolument. Et sur le moment, ça fonctionne, c'est ça. C'est que, même si après, on fait marche arrière et on rétablit une vérité, sur le moment, on prend ces informations. Mais cette bonne femme là qui travaille au Point là, quel est son nom? Je sais plus, Caroline Yadan. Caroline comment? Yadan, oui. Voilà. J'espère qu'elle a toutes ses dents, Yadan. Et voilà. De même, alors là c'est pareil, on sait bien que les médias mainstream font la passe entre principalement le génocide à Gaza, on n'en parle pratiquement pas. Et là, c'est pareil, il y a eu une manif contre les politiques racistes et pour l'égalité des droits qui est organisée par la Marche des Solidarités. Plusieurs milliers de participants se sont joints à cette manif et personne n'en a parlé dans les grands médias, quoi. Voilà. Alors sinon, une info qui nous a quand même un peu réjoui, même si on parle pas, on n'est pas religieux et qu'on n'a pas envie de le devenir, c'est quand même ce que le pape François a fait quand il a dévoilé sa crèche annuelle du Vatican et qu'il a souligné le lien de la Sainte Famille avec Bethléem occupé, et donc il a mis la figure de l'enfant Jésus drapé dans un kéfier noir et blanc. Et on voit cet enfant Jésus en bois sculpté avec ce kéfier sur lequel il repose. Donc c'est quand même le symbole de l'identité de la résistance palestinienne. Et Ramzi Khoury, qui est un responsable palestinien et chef du comité des affaires de l'Église, a rejoint le pape lors de la cérémonie. Et lors de l'inauguration, le pape François a remis une étoile de Bethléem à 2 enfants palestiniens représentant le comité. Voilà, l'étoile symbolisait les difficultés auxquelles sont confrontés les enfants palestiniens dans le contexte du génocide israélien en cours. Ça reste quand même quelque chose d'important. Tout à fait. Ouais. Et alors, il y a toujours, c'est pareil, je reçois toujours beaucoup d'infos sur les actions de BDS et sur le collectif Stop Arming Israël. Je suis quand même très admirative de ces militants qui d'ailleurs sont souvent les mêmes dans plusieurs assos, qui ne lâchent rien, qui sont partout. Et donc sur BDS, sur le Stop Arming Israël, il y avait dans la semaine du 25 novembre, il y a une révélation. Israël ne voulait pas apparemment que la France interfère dans les négociations de cessez-le-feu avec le Liban, sous motif que la France a annulé la venue d'Israël à Eurosatori et à Euronaval. Et à Euronaval, c'est pas vrai, l'info est fausse. Et donc, ça veut dire qu'en fait, le fait qu'Israël ne puisse pas venir à Eurosatori, ça reste une grande victoire, quand même, de la part du mouvement de BDS. Et dans les facs, c'est pareil, au niveau de l'armement, par exemple, la fac de Jussieu a annoncé que le stand de Thales au Forum des métiers était annulé.
Ça, c'est parce qu'on avait appelé à une casserolade contre eux. Donc, ils ont annulé la venue de Thalès. C'était la 4e fois que ce collectif arrive à faire annuler la venue d'une entreprise d'armement sur un stand à la fac. Et le même jour, à l'Institut de géographie de la Sorbonne, c'est pareil. Il y a eu des présences militantes avec des distributions de tracts et un accueil chaleureux des étudiants. À Toulouse, il y a eu des journées de tractage au Salon de l'Armement. Enfin, vraiment, il y a quand même vraiment une présence pratiquement non-stop sur plein d'endroits, justement sur l'armement, sur la cause palestinienne. Et mercredi, par exemple, à Marseille, le collectif Marseille en résistance a projeté le documentaire The Lab. The Lab, c'est un film qui explique tout sur l'armement israélien. C'est un documentaire qui est assez ancien déjà. Il y a eu du tractage aussi au siège de Thalès, et là, il y avait une douzaine de militants qui étaient malgré quand même sous la pluie et qui ont été quand même accueillis chaleureusement par les salariés et qui ont réussi à mettre des tracts à l'intérieur de l'entreprise. Il y a eu un tractage aussi pas loin de Créteil par la FPS. Enfin, voilà, il y a quand même toujours quelque chose de continu dans ces engagements. Moi, je félicite ces militants parce qu'effectivement, je ne les rejoins pas très souvent. Et pour terminer, je voudrais parler du décès de Christiane Hessel. Christiane Hessel, donc, qui était la veuve de Stéphane Hessel, qui lui est décédé à l'âge de 96 ans. Et Christiane Hessel, on l'a rencontrée 2-3 fois dans des sorties, dans des soirées palestines, justement, lors de présentations ou d'avant-premières de films. Elle a toujours soutenu très très fort la cause palestinienne. Et là, il y a encore récemment, il y a un mois, elle tournait une petite vidéo pour appeler à soutenir cette initiative d'éducation pour les enfants de Gaza. Et donc, il y a un mois, elle était encore très présente. Elle a 96 ans. Et en fait, elle a choisi de mourir, je pense. Euthanasiée. Voilà, euthanasiée. Elle est allée en Belgique. Et elle a laissé une lettre pour interpeller les lois françaises, pour essayer de faire en sorte qu'en France, on puisse aussi mourir dignement, quoi. Donc elle devait sentir, probablement elle avait une maladie neurologique qui a dû être diagnostiquée, et je trouve que nous en France c'est pas possible. Moi je sais que j'ai une de mes voisines, elle n'avait pas pu le faire, elle voulait le faire en Suisse, elle n'a pas pu aller jusque là, et donc Christiane Hessel a pu aller en Belgique être euthanasiée, quoi. Mais son mari, il est pas mort à près de 100 ans? 93 ans. Ah bon? Ouais, donc elle est morte plus vieille. Oui. Ouais. Et on l'avait vu, moi j'ai vraiment souvenir de cette femme. Je l'avais vue quand il y avait aussi la flotte, c'était il y a longtemps ça, la flottille pour la paix là, qui devait partir, qui bien sûr avait été arrêtée à l'époque. Où il y avait la femme de... Où il y avait Sarah Katz qui était là. Où, sur les quais de Seine, il y avait Leila Chaïd qui était là. Il y avait, bon, celui que j'aime pas non plus, Jack Lang, mais comme il est comme il est directeur effectivement de l'Institut du monde arabe, il était là avec Leila Chaïd. Et il y avait cette flottille qui passait, qui devait aller jusqu'à Gaza et qui avait été torpillée, enfin arrêtée violemment avant d'arriver. C'est une flottille qui m'a valu d'être traité d'antisémite parce que j'avais fait un dessin là-dessus. Voilà. Ouais. Et justement, Christiane Hessel était présente à ce moment-là. Voilà. Je me suis levé un matin, sombre jour de l'existence. J'ai levé la voix et le poing, quand la règle était le silence. J'en ai vu monter dans des trains, partir dans un brouillard immense. Je ne pouvais être ni complice ni témoin, je suis entré en résistance. Une voie pavée d'espérance, peuplée de femmes et d'hommes debout. Un choix comme une évidence, entre potence et corps de cou. Je suis revenu de si loin, je rends grâce à mon étoile. La mort m'a oublié en chemin, à Dora et à Buchenwald. 93 ans, je peux croire que ma fin n'est plus très loin. 93 ans, voici ma mémoire. Prenez-en le plus grand soin. L'indignation, obstinément, dans un monde au garde à vous. Soyez de ceux qui marchent contre le vent, mes amis. Indignez-vous, indignez-vous. Indignez-vous. C'est un vieux monsieur qui vous parle, brandissant son étoile, entendez-vous? Pensez-vous donc qu'aujourd'hui, les motifs de soulèvement nous manquent, quand nos propres vies sont à crédit, sous la dictature des banques? L'argent commande aux actionnaires, eux-mêmes commandent au président,
qui ordonne aux gens ordinaires d'exécuter bien gentiment toute cette nourriture invendue. Jetez-la donc à la poubelle, et au-dessus du tas d'ordures, versez-moi 10 litres d'eau de javel. Voilà le monde qui est le nôtre, absurde, cruel et sans pitié, jusqu'à ce que frappe à notre porte ce maudit seuil de pauvreté. Les droits de l'homme mis en jachère, vendus en portions individuelles. Quand la crise alimentaire s'éternise devant l'éternel, mais miracle, quand des milliards sont trouvés dans la seconde pour sauver le roi de l'art et tous les banquiers de ce monde. Indignez-vous, indignez-vous. C'est un vieux monsieur qui vous parle, brandissant son étoile, entendez-vous. Indignez-vous, indignez-vous. C'est un vieux monsieur qui vous parle, brandissant son étoile, entendez-vous. Nos chaînes sont certes moisies qu'au sombre temps de l'esclavage, mais nos esprits sont pris pour cible. Qu'ont-ils fait de notre héritage? Compétition à outrance, amnésie généralisée, produit de consommation de masse pour une jeunesse anesthésiée. Il est grand temps, mes amis, de rallumer enfin les étoiles qui ont guidé toute sa vie ce vieux monsieur qui vous parle. Oui, j'ai été cet Arménien, je suis toujours ce juif allemand, je suis le peuple palestinien, la justice est mon seul camp. Soyez citoyens sans frontières de ces peuples qui se soulèvent, contaminer la terre entière de vos révoltes et de vos rêves. Indignez-vous, c'est votre droit, et en mémoire de tout cela qui meurt encore de ne pas l'avoir, ce droit est de fait un devoir. Indignez-vous, indignez-vous. C'est un vieux monsieur qui vous parle, brandissant son étoile, entendez-vous. Indignez-vous, indignez-vous. C'est un vieux monsieur qui vous parle, brandissant son étoile, entendez-vous. HK et les saltimbanques, indignez-vous, donc un texte une chanson qui rappelle Stéphane Hessel, et là-dessus effectivement on les mots de Stéphane Hessel. Et on sait que le couple devait être complètement en phase par rapport à tous ses engagements politiques et sociaux.